vous êtes docteur en sciences sociales. Vous êtes directeur de la recherche de la Fondation Descartes à Paris. Vous y menez des études sur des questions relatives à l'information, à la désinformation et au débat public à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Le cœur du sujet. Vous êtes également chercheur associé au GEMAS, le groupe d'études des méthodes et d'analyse sociologique de la Sorbonne, qui est un laboratoire de recherche associé à Sorbonne Université et au CNRS. Vous avez été membre de la commission Les Lumières à l'ère numérique, mise en place par le président de la République, et qui a produit un rapport sur les désordres informationnels à l'ère numérique et les perturbations induites dans la vie démocratique. Je vous cède bien chaleureusement la parole. Mon général, mesdames, messieurs, chers collègues, il manquait un élément dans ma biographie, c'est que je suis aussi militaire de réserve de l'armée suisse, ce qui impressionne en général très peu, il faut le dire. Donc, j'ai jamais vu de généraux avant aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas en Suisse, sauf un faux général dans la ligne de démarcation entre les deux Corées, qui est en réalité pas général du tout, mais on lui donne ce grade-là uniquement pour qu'il puisse parler d'égal à égal avec les autres militaires sur place. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire un exercice un peu particulier. On m'a demandé de commenter un certain nombre de chiffres d'une étude Ipsos qui a été conduite en mars 24, étude pour laquelle je n'ai pas du tout travaillé, mais simplement de commenter ces chiffres, qui portaient sur la question de la désinformation dans le contexte des élections européennes. Et je crois qu'on devrait voir les chiffres à l'écran. Si ce n'est pas le cas, ça sera embêtant. Bon, alors je vais y aller. Le premier chiffre qu'on m'a demandé de commenter, les voilà. C'est le chiffre de 77%. C'est la part des Français qui estiment que la diffusion de fake news a des conséquences sur le fonctionnement de la démocratie. Alors, on peut voir ce chiffre comme étant plutôt une bonne nouvelle, car il s'agit d'une prise de conscience de la part de la population nationale du danger que représente la désinformation, notamment sur les questions électorales, sur les questions démocratiques. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que cette prise de conscience est assez généralisée au sein de la population. Dans le sondage, on voit qu'il y a très peu de différences significatives en fonction des tranches d'âge ou de catégories socio-professionnelles. Donc c'est un constat qui est assez généralisé, bien que les 60 ans et plus soient un peu plus nombreux à considérer que la désinformation puisse être un danger pour la démocratie. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que, oui, la désinformation peut faire et fait peser des dangers sur la démocratie. On l'a vu, je vous en donnerai que 2 exemples, en plus de ceux qui ont pu défiler sous vos yeux sur l'écran de présentation. Le Brexit en Grande-Bretagne et les attaques contre le Capitole, l'attaque du Capitole par des supporters de Trump qui niaient la validité du scrutin. Dans ces 2 cas, on voit que la démocratie, en tout cas dans le premier, celui du Brexit, la vie démocratique d'un pays entier et de l'Union européenne a été durablement affectée par des décisions prises, des décisions de scrutin prises sur la base d'informations qui étaient largement trompeuses. Et d'ailleurs, les études montrent aujourd'hui, si les Britanniques devaient se prononcer une nouvelle fois en sachant ce qui est les fausses informations auxquelles ils ont été exposés, le scrutin changerait. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est de la fiction, mais on peut imaginer que ce soit le cas. Pour le Capitole, on a vu trembler une des plus grandes démocraties au monde, pas la plus grande, c'est l'Inde qui arrive avant, même si on peut discuter du statut de démocratie authentique de l'Inde, mais les États-Unis ont tremblé suite à des désinformations qui venaient du sommet de l'État, en quelque sorte. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la démocratie a tenu, en l'occurrence, et que le nombre de personnes qui étaient réunies lors de cette attaque du Capitole était somme toute relativement réduite par rapport à une population de 300 millions d'habitants. Mais on pourra revenir là-dessus. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est que la recherche internationale, aujourd'hui, a beaucoup de difficultés, et pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, à estimer très précisément quel est l'effet de la désinformation sur des sujets comme ceux que j'ai évoqués, et plus encore, l'effet de la désinformation sur des scrutins, sur des élections particulières. J'ai vu défiler le mot de Cambridge Analytica.
à quel point la désinformation qui a pu circuler, ou les œuvres de désinformation ciblées qui ont pu circuler sur Facebook notamment, ont pu avoir un impact sur l'issue du scrutin électoral américain. C'est très difficile à estimer. On a des études très sérieuses qui montrent que ça a eu un impact considérable, que ça a pu modifier l'issue du scrutin, et d'autres études qui remettent complètement en cause ce constat-là. C'est très difficile à estimer, donc je pense qu'il faut être prudent sur ces cas-là, mais en tout cas, ça peut avoir des effets. Souvent, on a tendance à surestimer les effets de la désinformation quand ces désinformations vont à l'encontre de nos propres opinions. Ça, il faut aussi l'indiquer. Et d'ailleurs, si 74%, comme c'est le deuxième chiffre que je commente, 74% de la population estime être souvent confrontée à de fausses informations sur les réseaux sociaux, le sondage montre également, le chiffre n'est pas là, mais que les Français ont l'impression de croiser davantage de désinformations qui vont contre leurs propres opinions personnelles. 3 fois plus, les Français ont l'impression de croiser 3 fois plus de désinformations qui vont contre leur opinion que de désinformations qui vont dans le sens de leur opinion. Et donc, évidemment, ça peut procéder, enfin, ce facteur de 3 peut procéder de ce qu'on appelle un phénomène de croyance motivée. On a tous davantage tendance à croire, à adhérer à une information, qu'elle soit vraie ou non d'ailleurs, qui va dans le sens de nos opinions, de nos propres opinions. Et par conséquent, on détecte moins facilement une fake news qui serait favorable à nos opinions. Et c'est peut-être pour ça que les Français ont l'impression qu'il y a moins de désinfos qui vont dans le sens de leurs opinions que de désinfos adverses. Plus généralement, et ça c'est vraiment un élément que je voulais souligner, on évalue une information nouvelle, une nouvelle fois vraie ou fausse, à partir de son stock de connaissances préalables sur le sujet. Et ce phénomène-là, c'est vraiment le phénomène qui peut le plus nous protéger contre de la désinformation. Un citoyen bien éduqué, bien formé, bien informé sur la marche du monde, sera beaucoup plus résilient à une fake news qu'il croisera sur les réseaux sociaux ou ailleurs que ne sera quelqu'un qui a déjà des informations biaisées, tronquées ou de mauvaise qualité sur un sujet en particulier. Ça a été particulièrement visible lors du Covid, au sujet de désinformation médicale et de désinformation sur les vaccins en particulier, où on a des études qui ont montré au niveau international que les personnes qui avaient de meilleures connaissances de base, on ne parle pas de connaissances très poussées, mais de meilleures connaissances de base en biologie, par exemple, étaient beaucoup plus résilients face aux désinformations qui circulaient sur les vaccins, etc. Pourquoi ? Parce que certaines de ces désinformations étaient incompatibles avec ce qu'ils savaient par ailleurs sur le fonctionnement du corps humain, du système immunitaire ou d'autres éléments de ce type-là. Mais cet élément qui peut constituer notre meilleur moyen de résistance face aux fausses informations peut aussi être une faiblesse dans certains cas. Ça peut enfermer certains individus encore davantage dans l'erreur. Lorsque leur stock de croyances préalables sur un sujet donné est entaché de mauvaises connaissances, évidemment que ça va rendre ces personnes-là plus imperméables aux informations correctes sur le sujet. Donc tout ça pour souligner un point qui est absolument essentiel, c'est celui de la connaissance de base, de la formation et de la bonne qualité de l'éducation dans une démocratie, qui restera, et je pense que beaucoup de chercheurs sont d'accord là-dessus, comme le meilleur rempart face aux fausses informations et aux désinformations. Connaissance de base qui, aujourd'hui en France, recule sur certains sujets. Je vous rappelle que l'étude PISA, la dernière en date, montre que la France a perdu plus de 20 points, 21 si je me souviens bien, en mathématiques, et pas mal de désinformations circulent à base de chiffres, de graphiques, etc. Donc ce n'est pas une très très bonne nouvelle pour la résilience de la population française face aux désinformations. Un autre chiffre qu'on m'a invité à commenter, c'est le 61% de confiance de la population dans les journaux papier, 54% dans la télé, la radio, et 35% dans les informations provenant des médias en ligne, pas les réseaux sociaux, les médias en ligne. Les deux chiffres qui manquent, c'est le 20% de confiance de la population dans les réseaux sociaux et 20% dans les messageries, dans les groupes de messagerie, vous savez, type WhatsApp, etc. Là aussi, on a un constat qui peut être vu comme plutôt rassurant. La part de confiance dans les réseaux sociaux est quand même bien inférieure à celle qui est attribuée dans les médias, on va dire, traditionnels en France. Et pourquoi c'est rassurant ? Parce que globalement, en France, quels que soient les sujets, la désinformation a tendance à davantage circuler sur les réseaux sociaux que dans nos journaux et à la télé,
qui utilisent, qui emploient des journalistes professionnels qui se contrôlent un peu entre eux d'un journal à l'autre, etc. Et donc évidemment, les réseaux sociaux sont davantage sujets à la circulation de fausses informations, ou surtout, même plus que de fausses informations, de mésinformations sur beaucoup de sujets, d'informations de mauvaise qualité, qui ne sont pas forcément construites pour tromper, mais qui peuvent induire en erreur simplement parce qu'elles charrient des éléments contrefactuels. De plus, les Français, pour avoir un point de vue un peu plus négatif maintenant sur ce chiffre, après avoir donné les éléments plutôt positifs, les plus jeunes, les moins de 35 ans, ont beaucoup plus confiance, ils déclarent avoir confiance à 38% dans les réseaux sociaux. Donc par rapport à la moyenne nationale de 20%, on voit qu'il y a un phénomène, peut-être qui va devenir un phénomène de génération et pas seulement un phénomène d'âge, qui fait monter en réalité la confiance attribuée dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on constate aussi dans d'autres études, mais notez que la confiance reste quand même relativement basse dans ce canal d'information. Et donc, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que si, comme je l'ai indiqué, les réseaux sociaux sont les lieux où aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays, évidemment, ça dépend de la qualité de vos médias de base, mais si les réseaux sociaux sont le lieu où la désinformation circule le plus aujourd'hui en France, il ne faut pas oublier que, et c'est une étude de Science qui vient d'être publiée il y a quelques jours, qui le montre avec de très très bonnes données, que l'impact des médias généralistes sur les croyances des individus est encore aujourd'hui beaucoup plus important que celui des réseaux sociaux. Et ça veut dire une chose très simple, ça veut dire qu'il suffit que les médias généralistes se trompent un peu, ou mésinforment un peu, pour avoir des effets beaucoup plus forts que toutes les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans l'étude en question, ils ont travaillé sur la question du Covid, et dans cette étude, ils montrent que les personnes qui étaient exposées à d'authentiques fake news de réseaux sociaux avaient effectivement tendance à moins vouloir se faire vacciner contre le Covid, donc ça augmente l'hésitation vaccinale. Mais l'exposition à des informations factuellement correctes, mais néanmoins trompeuses, comme il l'indique dans le papier, qui ont circulé dans les médias américains, avait un effet 46 fois plus fort sur l'hésitation vaccinale que les fake news pures et dures qui pouvaient circuler sur les réseaux sociaux. Donc ça, je pense que ça doit nous rappeler le rôle encore central que jouent dans nos démocraties les médias traditionnels et la responsabilité qu'ils portent dans la qualité de l'information, parce que leurs effets peuvent être beaucoup plus forts que ceux des réseaux sociaux. Et finalement, les deux chiffres sur lesquels je voulais m'arrêter le plus, parce que je pense que c'est ceux sur lesquels on va pouvoir, ou à partir desquels on peut tirer une conclusion, ou certaines conclusions pour la journée d'aujourd'hui, c'est ces deux derniers chiffres, donc de 74% et 68%. Je vous l'explique, je vais vous donner un peu autrement. Donc on a 74% de la population qui s'estime plutôt ou tout à fait capable de faire le tri entre les vraies et les fausses informations qu'ils sont susceptibles de rencontrer sur les réseaux sociaux. Encourageant, les gens ne sont pas naïfs. Notez évidemment, et ça vous surprendra peut-être pas, que les hommes c'est 80%, les femmes c'est 69%. Donc voilà, les hommes se sentent beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes sur leur capacité à détecter les fake news. Tirez-en les leçons que vous le voulez. Mais ce chiffre est intéressant pas en lui-même, il est intéressant mis en regard du chiffre qui est à droite, que je vais traduire différemment. 32% des Français seulement pensent que les autres Français sont capables de détecter les fausses informations qu'ils vont croiser. Et ça, c'est un phénomène qui est bien connu, qui est connu exactement depuis 1983, sous cette forme-là, probablement qu'il était connu avant, et qui s'appelle, dans la recherche, qui s'appelle le Third Person Effect in Communication, un phénomène qui a été mis en évidence par un sociologue, Phillips Davison, en 1983, et qui nous montre qu'on surestime l'effet des médias et des désinformations et de la propagande sur les autres, et qu'on a tendance à sous-estimer l'effet que ça peut avoir sur nous-mêmes. La deuxième conséquence de ce third person effect, c'est qu'on a tendance, quand on est en position de décision, d'agir en fonction de ce qu'on croit être la vulnérabilité des autres à la fausse information. Et je vais vous donner tout de suite un exemple que donnait Davison dans son article d'origine. Il donnait un exemple de la guerre dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les Japonais avaient largué des tracts de propagande sur des camps militaires américains qui abritaient des soldats noirs. Et dans ces tracts militaires,
il était dit, soldats noirs, ne vous mêlez pas de cette guerre, c'est une guerre faite par les Blancs, ça ne vous regarde pas. On ne sait pas du tout si ces tracts ont eu le moindre effet sur l'intention de se battre des soldats américains noirs. Ce que l'on sait, ce qui a été documenté en revanche, c'est que les officiers responsables de ces camps militaires ont décidé de retirer une partie des soldats noirs des lignes de combat de peur qu'il y ait en réalité une trahison ou des défections de la part de ces soldats. Un autre exemple, c'est l'opération Huguenot, que vous connaissez peut-être. Les Britanniques et les Américains, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont fait circuler des rumeurs, on va dire, de la désinformation de guerre à l'intention des Allemands, dans laquelle ils signalaient que certains pilotes d'avions de la Luftwaffe avaient tendance à déserter et à venir se poser avec leur appareil sur des bases alliées, des aéroports alliés. Et en fait, ils se basaient sur des avions allemands qu'ils savaient avoir été détruits, loin des lignes, et qu'ils disaient en fait s'être échappés d'Allemagne. Le but, et c'est ça qui est très très intéressant dans cet exemple-là, c'est que les Britanniques et les Américains, en faisant circuler ces rumeurs-là à destination des Allemands, ne pensaient pas du tout influencer les pilotes de la Luftwaffe à déserter. Ce qu'ils pensaient, c'était pourrir l'état d'esprit des bases, des aéroports allemands. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Allemands se sont mis à surveiller leurs propres pilotes. L'état d'esprit de l'ensemble des pilotes en a été affecté. Et des officiers ont même retiré les pilotes les plus compétents, mais vus peut-être moins alignés sur l'idéologie, pour favoriser des pilotes moins compétents, mais très idéologisés. Et donc, si ces histoires peuvent nous intéresser, c'est qu'elles peuvent nous servir de leçon. Ne reproduisons pas les erreurs des officiers américains dans le Pacifique ou allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, réfléchissons bien à qui sont adressées les campagnes de désinformation et d'ingérence informationnelle qui peuvent toucher la France. Le but est-il vraiment de faire basculer une partie de la population ? Peut-être, certainement, dans certains cas assurément. Ou le but est-il de chercher à abîmer la démocratie en poussant à une surréaction de la part notamment des politiques qui pourraient être tentés de légiférer très fortement sur des questions liées à la liberté d'expression. Quand on lutte contre la désinformation, quand on lutte contre les ingérences étrangères, on le fait au nom de la préservation de la démocratie. Il faudrait faire très attention de ne pas abîmer la démocratie en cherchant à la protéger. Et donc ma conclusion sera la suivante. Avant de prendre des mesures, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient législatives, pour lutter, pour contrer les désinformations et les ingérences numériques étrangères, je pense qu'il est toujours très important de faire un bilan et une mesure objective de l'effet qu'ont ces campagnes sur les croyances et les représentations de la population. Cette mesure est absolument essentielle pour calibrer correctement la réponse qui doit être apportée, pour ne pas surréagir et ne pas sous-réagir, les deux pouvant avoir des conséquences symétriquement graves. Et donc, c'est ce que nous avons la chance notamment de faire actuellement à la Fondation Descartes. On a une étude en cours sur la pénétration en France des narratifs étrangers sur les conflits, pour voir à quel point la population nationale est perméable ou non à certains de ces narratifs, et pour essayer de mieux comprendre comment les campagnes d'ingérence informationnelle ou de propagande, comme on l'appelait jusqu'à présent, quels sont les effets que ces campagnes-là peuvent avoir sur la population nationale, et peut-être aider le politique et les personnes en charge de la gestion de la sécurité informationnelle du pays à calibrer leurs réponses de façon informée et pas comme des officiers américains dans le Pacifique, par exemple. Voilà, je vous remercie.